bonjour à tous. Il est 15h05, je vous propose qu'on commence. Donc, je vais vous parler de DevSecOps. Autrement dit, comment générer des applications sécurisées et comment les opérer de façon sécurisée. Donc, il y aura deux parties à cette conférence, une plutôt Dev et une plutôt Ops. Bon, en 30 minutes, ce n'est pas évident de couvrir un sujet si vaste, mais je vais essayer de partager avec vous un distillé de mon expérience. Donc, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Giuliano Ippoliti. Bon, certains d'entre vous ont reconnu à mon nom et à mon accent une origine italienne, mais j'habite en France depuis 2003 désormais, dans la jolie ville de Tours, où je travaille pour Cloud Temple, qui est une entreprise de services qui vend de l'hébergement, de l'infogérance, du développement, avec un focus sécurité. Donc, chez Cloud Temple, j'ai une double casquette. Je suis directeur de l'agence Grand Ouest, basée sur Tours. Et surtout, je suis RSSI. Donc, c'est avec cette casquette que je me présente à vous aujourd'hui. Je suis un passionné de technologie depuis une bonne vingtaine d'années, on va dire. J'ai développé une petite addiction pour les certifications. Bon, il y a pire comme addiction, hein. Disons, c'est un moyen que j'utilise pour me motiver à continuer à apprendre, pour me rassurer, pour assurer mes collègues, mes clients. Donc, au niveau technique, moi, je viens du monde de l'ingénierie système et réseau, plutôt Linux open source. Je me suis intéressé beaucoup à la sécurité offensive, donc tout ce qui est pen testing, parce que pour savoir défendre en tant que RSSI, il faut connaître les méthodes d'attaque. Et récemment, je me suis intéressé beaucoup à l'univers du cloud public. Donc, je connais surtout AWS, Azure. J'ai rien contre Google Cloud, Alibaba, etc. Mais je connais un petit peu moins bien. Donc, je vous parlerai surtout dans les exemples de ces deux fournisseurs de cloud. Donc, je me rends compte que le système de certif s'applique peut-être un peu moins bien aux développeurs, pour qui probablement la meilleure certif est la liste de projets open source auxquels ils ont contribué. Mais pour les professionnels de la sécurité, c'est un système intéressant. Donc, pour en venir au cœur du sujet, donc, comment livrer à haute fréquence des applications sécurisées? Donc, pourquoi haute fréquence déjà? Mais il n'y a pas le choix. Je ne vais pas vous apprendre que le contexte actuel pousse vers un time to market de plus en plus réduit. Il y a le besoin des clients, le besoin métier qui évolue très très vite. Et il y a beaucoup de réglementations qui arrivent. Donc on est dans un monde de plus en plus réglementé. En tant que professionnel de la sécurité, ça devrait me faire plaisir, mais je ne suis pas sûr intimement que ce soit une bonne chose. Mais bref, c'est comme ça. Ça pousse à adapter ses applications de façon très rapide. Donc tout ça, comme vous le savez bien, a fait émerger la culture DevOps, la méthode agile, qui ont vraiment bousculé les professionnels de la sécurité que je peux représenter. Donc j'ai assisté ces dernières années à un changement de paradigme auquel j'ai dû déjà personnellement m'adapter. La culture DevOps a bousculé beaucoup de règles d'ordre de la sécurité, de règles traditionnelles, notamment la séparation des rôles. Donc longtemps, il était considéré très très bon d'un point de vue sécurité qu'il y ait des rôles séparés. Donc, par exemple, les devs et les ops. Donc ça évite les collusions, ça évite les arrangements, ça permet d'avoir un regard extérieur, mais tout ça, bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas aujourd'hui aux cadences auxquelles on doit livrer du software. En tant que RSSI, j'ai vu avec le temps s'éroder un tout petit peu mon droit de veto. À une époque, on va dire, j'avais le droit de stopper les déploiements, de dire stop, on arrête tout, on audite, on se calme, j'étudie tout ça, puis on valide. Maintenant, il faut que ça aille vraiment plus vite. Et je n'ai pas le luxe de travailler souvent sur des spécifications bien figées, bien détaillées, sur des cahiers de charges extrêmement précis, avec des diagrammes, des règles de flux, etc. Donc il a fallu trouver de nouvelles méthodes pour sécuriser les applications. Je vais vous parler de mon expérience, du coup. La première de méthode avec laquelle j'ai travaillé, c'est la collaboration, qui vous est surtout très familière. Donc l'équipe sécurité travaille avec le développeur. Elle n'est plus dans sa tour d'ivoire, si vous voulez, en train de fliquer, de taper dessus quand il y a des erreurs, mais travaille avec
Donc dès le début des projets, bien sûr, même si je dois dire que parfois ça arrive encore que l'équipe sécurité est bypassée. Donc parfois je suis obligé de courir après les devs, mais l'important c'est qu'il y ait une amélioration dans ce sens. Donc le slogan Shift Security to the Left s'applique dans ce sens-là à l'introduction de la sécurité dès le début des projets. Rien que pour des raisons économiques. Si on introduit la sécurité après, ça coûte beaucoup plus cher. Si on se rend compte, une fois que pratiquement le travail de développement est fini, qu'on a fait des erreurs de sécurité, c'est très coûteux de le corriger. Après, on va voir, il y a un autre sens dans ce slogan, c'est celui d'introduire la sécurité, donc à gauche dans l'échelle temporelle, au niveau du pipeline d'intégration et déploiement continu. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de projet? La sécurité et les développeurs se mettent ensemble, brainstorm, et ça peut générer des user stories orientées sécurité. Donc le concept de user story vient du monde de l'agilité. L'équipe sécurité apporte sa vision, modélisant parfois des scénarios d'attaque que les développeurs ne maîtrisent pas forcément. Donc il y a des rencontres récurrentes, ça ne s'arrête pas à l'initialisation du projet, et il y a des partages d'expérience. Ça ne suffit pas. L'introduction de champions sécurité a été déterminante, au moins dans mon expérience, pour monter d'un cran au niveau de sécurité des applications. Donc, qui sont les champions de sécurité? Donc, ce sont des développeurs qui ont une appétence particulière par les sujets de sécurité. Ce sont des personnes qui, d'habitude, lèvent la main. Il y a un enrôlement volontaire. Ils viennent voir l'équipe sécurité et nous disent on aimerait bien travailler ensemble et on aimerait bien porter la bonne parole de sécurisation dans les équipes de dev. Donc ce modèle est beaucoup plus scalable que l'équipe sécurité centrale qui ne peut pas être partout. Il y a, par exemple, chez Cloud Temple, il y a 350 personnes, l'équipe sécurité en compte 6. Il y a énormément de projets, on ne peut pas être partout sur chaque projet dans la durée. Donc on compte énormément sur les champions de sécurité qui sont, pour utiliser une métaphore, sont des sachets de thé qui infusent la culture sécurité dans les équipes de dev. Le binomage fonctionne très bien aussi. C'est quelque chose qui vient du monde de l'agilité, mais ça a d'évidents bienfaits au niveau de la sécurité. Ce qu'on essayait d'atteindre à une époque par la séparation des rôles, on peut l'atteindre aussi avec le binomage. Donc le binomage consiste, autrement dit, la programmation en binôme, au fait qu'il y ait 2 développeurs, voire 3, voire 4, qui tournent et jettent leur regard sur le code. Donc tout ça, par contre, c'est bien, mais ça suffit pas encore. In fine, ce sont les développeurs qui écrivent le code, et s'ils ne connaissent pas les erreurs de programmation, les failles possibles qu'ils peuvent introduire par ces erreurs-là, ils vont le faire. Donc, il y a 2 gros moyens pour éduquer, on va dire, les développeurs aux bonnes pratiques de sécurité. Il y a la formation institutionnelle au développement sécurisé. Donc, on envoie les développeurs en formation. Là, pas forcément sur un enrôlement volontaire, mais on peut décider, dans le cadre du plan de formation, de former les développeurs à la sécurité. Le minimum syndical, je dirais, c'est qu'ils connaissent le WASP Top 10, donc, que j'ai indiqué dans l'image. Le minimum du minimum, c'est de connaître les failles d'injection SQL, cross-site scripting, cross-site request forgery. Et bon, le dernier point, c'est le logging insuffisant, mais il y a aussi le revers de la médaille, le fait d'avoir un logging trop verbeux qui peut dévoiler des informations sensibles. Okay. Donc CW Top 25 va encore un petit peu plus loin. Et il y a des certifications, j'en indiquais 3, qui sont très intéressantes, la GWeb du sens, la CSLP de l'ISC2 et CAS de IC Concil. Ce sont des formations, vraiment des certifications orientées sécurité et développement. Ce qui marche très très bien, c'est la sensibilisation réalisée par l'équipe sécurité. Le top, ce sont les démonstrations de piratage. Ça parle beaucoup aux développeurs. En gros, l'équipe sécurité installe des maquettes avec des outils comme DVWA, Damned Vulnerable Web Application, ou Metasploitable, qui sont des systèmes volontairement conçus avec des failles. Et l'équipe sécurité démontre aux développeurs comment on exploite ces failles.
Donc ça, c'est très parlant, c'est immédiatement compréhensible par les développeurs. Et d'ailleurs, je peux même indiquer qu'on a été un petit peu plus loin. Par exemple, au sein de Cloud Temple, on a monté une guilde sécurité qui participe de temps en temps à des challenges de type capture de flag. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. Ce sont des concours de piratage où on travaille ensemble, on essaye de gagner des points, de monter les classements. Donc ça, c'est un excellent moyen de brasser la culture sécurité et développement. D'ailleurs, bah, je vous invite tous à regarder ces sites-là, par exemple Hack the Box, Root.me. Ça permet de tester ces habilités de hacking de façon complètement légale, alors qu'il y a une époque, ce n'était pas possible. En début de ma carrière, il y a 20 ans, je peux en parler parce qu'il y a prescription maintenant, mais pour m'entraîner, j'ai dû faire quelque chose pas forcément net. J'ai dû m'attaquer à des sites web qui existaient. Maintenant, c'est impensable. On utilise ces outils gratuits, souvent, et parfaitement légaux. Donc, une autre chose qui a bien marché, c'est la sensibilisation via l'e-learning. Ce qu'on a mis en place a été une prime de 100 € pour les personnes qui vont au bout du MOOC de l'ANSSI, Secnum Academy, et de 50 € pour le MOOC de la CNIL. Donc ça fait 150 €. Et il y a une centaine de personnes qui ont été au bout de la démarche. Donc si on multiplie 150 € fois 100 personnes, ça fait 15 000 €. Pour former 100 personnes sur plusieurs dizaines d'heures, la direction y a vu un réel intérêt. Pour entrer un tout petit peu plus dans la technique, après cette partie de collaboration, formation et sensibilisation, le maître mot de la sécurisation moderne est l'automatisation, donc notamment l'introduction dans le pipeline des CI/CD de tests de sécurité. Ce qui me fait beaucoup penser à un concept que j'adore, celui d'antifragilité. Par curiosité, est-ce que certains d'entre vous connaissent ce concept? Est-ce qu'ils pourraient lever la main? Pas tant que ça. OK. Donc, je n'ai pas une minute pour vous l'exposer. Donc, si je vous demande qu'est-ce que c'est le contraire de fragile, qu'est-ce que vous diriez? Solide, résilient, résistant, etc. Donc, effectivement, quelque chose qui est fragile, dès qu'il y a des chocs, dès qu'il y a du stress, des perturbations, ça casse. Quelque chose de résilient ou résistant tient bon. Mais quelque chose d'antifragile, ben, ça va encore au-delà. Il s'améliore, il prospère grâce au stress, aux changements, aux incidents. C'est une propriété qu'on trouve surtout dans les organismes vivants. Une tasse de thé, elle n'aimera jamais un choc, elle va casser. Alors que les organismes vivants développent une antifragilité naturelle. On peut penser aux vaccins, par exemple, à la musculation, à l'amélioration continue en général. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tabasse le code, entre guillemets, et il en sort meilleur. Okay. On le teste dans tous les sens. Je vais vous montrer des outils après. Alors, quels sont les freins pour l'adoption de tests de sécurité automatiques? Les faux positifs. Ça agace beaucoup les développeurs. Et il n'y a pas encore de solution magique qui ne comporte pas de faux positifs. Les findings non activables. Donc, par exemple, un développeur, il voit son déploiement stoppé parce qu'il a créé une faille d'injection SQL. Mais si on ne lui dit pas comment la résoudre, il va rester sur sa fin et ben, ça va le frustrer. Donc il y a des outils qui donnent de conseils. Ça, c'est intéressant. La lenteur, qui est souvent mise en avant. Après, d'expérience, ça reste relatif. Ça reste de l'ordre de dizaines de minutes. Au moins pour les projets sur lesquels je suis intervenu directement. Après, ça peut monter à 2 heures dans des cas plus importants. Et aussi les failles qui n'ont pas de solution. Donc ça m'est arrivé aussi. On met en place les tests de sécurité, on lance la moulinette, et il y a le déploiement qui est stoppé parce qu'il y a un bout de logiciel qui est vulnérable. Or, il n'y a pas de solution à la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on arrête tout. Alors, clairement, ce n'est pas la bonne solution. Donc je vais vous anticiper un peu ce que je montre après. Ce qui s'est passé en pratique, c'est que dans ce cas-là, les développeurs ont changé en douce un paramètre allow failure yes plutôt que non. Et comme ça, le déploiement est passé. Donc quand je suis passé derrière, effectivement, j'ai dit ok, je comprends votre besoin, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, la bonne façon de faire dans ce cas-là, c'est de se tourner vers l'équipe sécurité, qui regarde, qui trouve un contournement, qui valide éventuellement
un waiver. Donc, un waiver, c'est une exception documentée sur une durée de temps limitée. Et donc, on peut décider de lancer quand même le déploiement si le contournement est satisfaisant. Mais voilà, ce sont des sujets à prendre en compte. Alors, quels sont les outils pour les tests de sécurité? Je vais vous en présenter 4 très rapidement. Les linters. Donc, le lint, c'est une sorte de vérification syntaxique de bonnes pratiques de codage. Ça ne va pas très très loin en termes de sécurité, mais ça permet déjà de remonter certaines erreurs communes, comme les erreurs dans les appels système qui ne sont pas suffisamment filtrés, ce qui peut donner lieu à des injections de commandes, ou à des expressions régulières qui pourraient être abusées pour provoquer un déni de service qui pourrait faire planter l'application. Donc le SCA, Software Composition Analysis, est une famille d'outils qui va retracer toutes les dépendances open source des applications. Donc vous savez bien qu'aujourd'hui, tout projet comporte de dizaines de dépendances. Et il suffit qu'il y en ait une parmi toutes ces dizaines qui a une faille, et la sécurité de l'application, qui dépend du maillot le plus faible, elle peut être compromise. Donc ces outils permettent de remonter les vulnérabilités, éventuellement avec la possibilité de configurer des politiques. Donc selon le poids de la vulnérabilité, on peut décider de stopper le déploiement ou de laisser tourner quand même. Donc les outils de SAST, de tests statiques, on va dire, sont de la même famille que les linters, mais vont beaucoup plus loin. Ils fonctionnent en mode white box, donc ils ont une connaissance complète du code et recherche de vulnérabilités, donc notamment celle de l'OWASP que je vous ai indiqué tout à l'heure, les buffer overflow, je ne les avais pas cités. Ils ont une très bonne scalabilité, donc évidemment, si on devait faire une revue de code sur des dizaines de milliers de lignes, ça prendrait 2 jours de développement, alors que là, on clique sur un bouton et on a tout un tas de findings, de trouvailles. Donc, il y a parfois des faux positifs, mais bon, ça reste quand même une avancée importante dans la sécurisation. Et parfois, ces outils sont intégrés dans les environnements de développement intégrés. Donc ça, c'est le test white box. Le test black box, plus traditionnel, donc c'est un scan de vulnérabilité. Donc ça marche avec des outils, j'imagine, dont vous avez entendu parler, ça peut être Nessus, Qualys, ou des scanners plus orientés vulnérabilité des applications web. Et là, l'application, c'est une boîte noire. On balance des requêtes et on voit, et on essaie de déduire des problèmes de configuration, pas limités qu'à la partie code, élargis à la surface OS et middleware. Donc, je vous montre rapidement un exemple d'intégration d'un outil de SCA au pipeline de CI/CD. Donc, j'ai indiqué une représentation simplifiée du fichier GitLab CI YAML. Il y a une étape de lint et il y a une étape d'audit de dépendance. Donc, ce qui s'est passé dans cet exemple, c'est que la phase de lint est passée, mais la phase de check de dépendance a échoué. Donc, ça a stoppé le déploiement. Parce qu'il y avait le paramètre allow failure égale false. Donc le fameux paramètre qui avait été mis en douce à trou dans l'exemple. Après, on pourrait aller plus loin. Après le push Docker, lors du push Docker, il y a la possibilité de scanner les images par rapport à des vulnérabilités connues, d'utiliser Docker Security Scanning, par exemple, etc. On n'a pas le temps de voir ça en détail. Donc si on reste sur l'exemple de l'intégration du SCA à la pipeline, donc en l'occurrence, c'est la commande yarn audit qui a testé 116 dépendances. Il y en a eu une qui a introduit une sécurité critique, donc ça fait stopper le déploiement. Donc je termine la partie dev, pour passer à la partie plutôt ops. Donc les applications tournent de plus en plus fréquemment dans le cloud public, donc j'ai pris le parti de limiter l'étude au cloud public. Donc quelles sont les règles d'or? Donc, la première, c'est de sécuriser les points d'entrée. Les principaux points d'entrée sont le portail d'administration et les API, donc qu'elles soient appelées par la CLI ou la SDK. Alors, donc, configurer l'authentification multifacteur, ça c'est obligatoire, c'est vraiment dans l'air du temps. Dès que vous pouvez configurer ça, même au niveau perso, faites-le. Login mot de passe, ça marche de moins en moins.
Avant qu'on déploie l'authentification MFA, j'ai eu déjà des instants de sécurité où le mot de passe d'un collaborateur fuitait via un site perso. Le collaborateur avait réutilisé le même mot de passe sur un site pro, et du coup, il se faisait compromettre les adresses mail. Donc ça, c'est une très mauvaise pratique. Il vaut mieux utiliser des mots de passe spécifiques, ça grâce au gestionnaire de mots de passe. On ne peut pas se rappeler un mot de passe complexe pour chacun des sites parmi la dizaine qu'on utilise. Donc, pour ce qui concerne la sécurisation des API, il faut tourner régulièrement les clés d'accès, supprimer celles qui sont inutilisées, et surtout ne jamais les écrire en dur dans le code source. Donc, vous avez sûrement entendu parler de fuites de clés API, donc, qui ont conduit par exemple à des piratages d'Uber par le passé. Donc aujourd'hui, il y a le système d'alerte qui permettent d'indiquer si un développeur fait l'erreur de mettre une clé API, en général il est alerté, mais bon, évidemment il vaut mieux éviter. Il vaut mieux aussi éviter de mettre les informations secrètes dans les fichiers de configuration. Donc ça c'est mieux, mais on peut aller encore plus loin avec des outils de gestionnaire de secrets, comme par exemple AWS Secret Manager, qu'on montrait rapidement tout à l'heure. Pour ce qui concerne la gestion des habilitations, le principe du moins de privilèges est vraiment la règle d'or, qui ressemble à l'approche denial de firewall. Donc on bloque tout par défaut et on autorise seulement ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le job. Voilà. Et toujours au niveau gestion des identités, par exemple sur le cloud public, se baser sur la fédération d'identité avec un annuaire unique plutôt que de multiplier le compte. Toujours sur le cloud public, donc ça c'est probablement le slide le plus important. Le cloud public offre des opportunités d'automatisation de la sécurité qui sont un vrai bonheur pour les professionnels de la sécurité. Donc là, j'ai indiqué un exemple qui démarre sur la détection d'anomalies, d'un incident de non-conformité. J'ai mis des exemples de services qui font ça sur AWS et Azure. Donc, par exemple, Inspector, c'est un service spécifique qui fait un scan des instances et qui remonte des vulnérabilités. Config, c'est un système de CMDB qui peut aussi remonter des écarts par rapport à la politique de configuration. Et sur Azure, il y a des systèmes équivalents. Donc, une fois qu'on détecte l'écart, on passe à un système de notification qui, à son tour, il peut appeler de services de type serverless, comme Lambda ou Azure Function, qui peuvent à leur tour aller déclencher des actions de remédiation. Donc, dans le cas le plus facile à expliquer, on peut avoir une instance qui a un défaut de patching, il est remonté, la fonction lambda appelle un outil de remédiation automatique qui applique le patch. Donc ça, sans aucune intervention humaine. C'est clairement la meilleure façon de procéder. Et après, il y a la phase de logging et de reporting. Alors, en quelques mots, les règles d'or pour la gestion des instances. Donc, j'ai mis volontairement, compte tenu de la durée de la présentation, dans le même panier les VM et les conteneurs. Ce qui est le plus important, à mon sens, c'est le durcissement. Donc, le durcissement passe par des activations de services non utilisés, de protocoles non sécurisés. Donc, l'idée, c'est de réduire au maximum la surface d'attaque. Supprimer toutes les credentials ou informations confidentielles qui sont présentes dans les images, nettoyer les logs avant pour les images qui vont servir de template, que ce soit pour des VM ou pour du Docker. Durcir les configurations. Donc là, la mine d'or est le site du CIS, Benchmark, qui regorge d'informations. Par exemple, le guide de hardening de Windows, Windows 10 par exemple, il fait presque 300 pages. Donc bon, après, il faut commencer petit et élargir ensuite. Donc je citais Docker Content Trust pour la sécurisation des images Docker. Et sinon, pour les classiques, donc automatiser la gestion de vulnérabilité. C'est un peu dans le même esprit que j'ai montré tout à l'heure. Détecter et remédier automatiquement. Principe de moindre privilège.
et éviter le SPOF. Donc ça marche très bien dans le cloud public. Vous avez peut-être entendu parler de la Chaos Engineering, du Chaos Monkey de Netflix. Ce sont des systèmes qui génèrent volontairement des pannes dans l'infrastructure, qui font tomber des instances ou du stockage, et l'application, évidemment, elle ne doit pas tomber. Donc les ingénieurs ne doivent pas concevoir une application en espérant que ça se passe bien, mais ils vont le faire en étant sûrs que les briques vont casser à un moment. Okay, donc ça les oblige à réfléchir à tout ce qui est single point of failure. Désolé si j'utilise des acronymes qui pour moi sont évidents. Parfois on a du jargon. N'hésitez pas à me demander à la fin si j'en ai utilisé quelques-uns qui ne sont pas clairs. Donc j'en viens à la fin de la présentation. Donc je termine par l'un des concepts clés de la sécurité, qui est le chiffrement. Bon, là vous avez la réponse, mais je vais vous poser la question quand même. Qu'est-ce qui est plus sûr? Le stockage, le chiffrement, côté client ou côté serveur? Donc, je vous indique la différence. Le chiffrement côté client, on chiffre les données chez soi, on pousse les données chiffrées dans le cloud. Et le stockage, le chiffrement, côté serveur, on pousse les données en clair et on fait confiance au cloud pour les chiffrer. Lequel des deux est plus sécurisé? Clairement, côté client. Donc, on peut, si on utilise des algorithmes de chiffrement suffisamment forts, ne pas être obligé de faire confiance au cloud public, par exemple, AWS ou Azure, pour le fait qu'ils n'aillent pas mettre le nez dans nos données. Okay, donc ça demande quand même, le chiffrement côté client, ça demande du développement, alors que le chiffrement côté serveur est natif. Okay. Après, les questions clés qu'il faut se poser quand on parle de chiffrement, c'est comment sont stockés les clés de chiffrement. Okay. Donc, évidemment, c'est mieux de les stocker dans du hardware. Par contre, je ne sais pas si tout le monde connaît le DHSM. Donc, les HSM, ce sont des modules hardware qui stockent les clés de chiffrement qui ne sortent jamais en clair. Donc, c'est impossible de les faire sortir en clair. Et le cloud public offre des services du type KMS, Key Management Server, ou HSM, qui permettent de stocker les clés, ou soi-disant, les opérateurs du cloud public n'ont pas la possibilité d'y accéder. Okay. Donc, de façon générale, retenez que si vous en avez la possibilité, il vaut mieux stocker les clés de chiffrement en hardware plutôt qu'en software. Ensuite, la question qui se pose tout de suite après, c'est qui a accès à ces clés de chiffrement? Bah, clairement, là aussi, il faut réfléchir en termes de principe du moindre privilège et donner l'accès seulement pour le strict minimum indispensable pour que le service tourne. Donc j'en arrive à la fin de la présentation. Je laisse une slide de contact, il y a ma page LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter, ce sera avec plaisir d'être en relation avec vous là-dessus. Il y a le site de mon entreprise, le contact et le recrutement. Donc on est à l'affût de talents, bien évidemment. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Là, c'est le directeur d'agence qui parle. Donc voilà. Je suis à disposition pour vos questions. Là, il me semble qu'on a encore une minute, peut-être dans le cadre de la présentation, 2 minutes. Et sinon, c'est après la présentation. Voilà. Merci. Okay. Oui. 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 Donc, en fait, c'est un service qui permet de ne pas stocker les informations secrètes dans des fichiers de configuration, mais quand on en a besoin, on fait un appel API au service, par exemple, qui renvoie les informations de façon sécurisée. Après, c'est sûr que c'est moins sécurisé que de gérer les clés côté client avec un gestionnaire de secrets soi-même. Donc ça, c'est sûr. OK.
Oui, une autre question? Ah, oui. DevSecOps, DevSecOps, c'est pas évident de le définir. On va dire c'est une culture qui prône l'introduction de la sécurité dans toutes les étapes de DevOps. Donc, dès le début à la fin. Donc, d'ailleurs, c'est un concept qui a émergé assez récemment. Au début, on ne savait même pas comment l'appeler, SecDevOps, DevOpsSec. Maintenant, il y a accord sur le nom DevSecOps. Il y en a aussi qui disent qu'il n'y a pas besoin de parler de DevSecOps, que DevOps devrait introduire déjà lui-même la sécurité. Okay. Donc, je n'ai pas connaissance d'un référentiel vraiment formalisé sur ce que c'est DevSecOps. On va dire que c'est un mindset qui impose de se poser la question sur la sécurité à chaque étape du cycle de vie des applications. Voilà.